Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h41 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et pour finir en beauté, notre plateau à Nice où on était toute la matinée délocalisé à la Villa Masséna que vous voyez sur les images sur RMC Découverte. Allez nous voir, Canal 24. Nous sommes en extérieur, nous sommes très contents même si nous commençons à avoir un petit peu chaud. Mais ça, c'est toujours le problème quand il y a du soleil. Voilà. On va parler attractivité de la zone de Nice avec nos invités. Christophe Souque-Bonnet, bonjour, vice-président de Lumi Restauration. Vous êtes au milieu, bonjour. Bonjour. Claude Valade, président du directoire de la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Bonjour, on va voir si ici les financements sont aussi dynamiques que dans le reste du pays. Et puis Lauriano Azineriana, vous êtes le directeur général de l'Office du tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Alors par qui on commence? On va commencer, de toute façon on est notamment sur le tourisme avec vous deux et sur la saison qui va battre son plein, bien évidemment. C'est l'un des pics de l'année pour vous. Toujours la guerre des talents. Est-ce que vous avez fait le plein? Est-ce qu'on sera bien servi dans les restaurants et dans les hôtels de la Côte d'Azur? Est-ce que vous êtes arrivé à retrouver, parce que partout en France, on n'a pas suffisamment de bras pour ce secteur du tourisme? Alors, malheureusement, comme l'année dernière, en 2022, il nous manquait 30% de la masse salariale. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les saisonniers, aujourd'hui, comblent les trous des CDI qui nous manquent déjà. Voilà. Il nous manque 15 000 salariés sur la Côte d'Azur. Donc appel aux autres salariés des autres régions de France, ils peuvent venir faire leur saison ici. Exactement. Je voyais qu'en ligne, il y avait plein de CV de Lyonnais, d'Avignonnais, etc. Mais venez chez nous. Regardez, on a un temps magnifique, un vue-mer magnifique et un grand dynamisme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des terrasses qui vont fermer? Ça veut dire qu'on va faire un service sur deux? C'est ça, c'est-à-dire qu'on va réduire en fait la voilure. On va faire des services moins longs, soit pas le midi, soit pas le soir, soit un jour de fermeture, soit 2 jours de fermeture. Malheureusement, on est en train d'adapter l'été tout doucement à l'hiver par manque de main-d'œuvre. Et ça, c'est incroyable. Vous recherchez encore aujourd'hui 14 000 CDI dans la région. Non seulement c'est 14 000 CDI, mais en plus, c'est 5 000 saisonniers. Ouais. Donc si je fais le tour du port, comme dirait Emmanuel Macron, je vais trouver un certain nombre d'emplois à pourvoir assez facilement. Il a dit un pas à Marseille. Alors, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un demi-pas. À l'UMIH, oui, c'est ça, c'est un petit pas. À l'UMIH, on met en place en ce moment, vous allez la voir apparaître sur les vitres de tous les restaurants, les bars et les hôtels, un petit macaron de l'UMIH qui va faire appel en fait à la possibilité à toute personne qui a un téléphone avec un lecteur de QR code de déposer un CV immédiatement. Ah oui. Voilà. Est-ce que c'est un CV qu'il faut déposer? Parce que nous, on a des invités qui nous disent c'est ringard les CV. Il suffit de donner vos talents, venez comme vous êtes. Vos skills. On est d'accord, c'est fait aussi. Alors, on appelle ça une CV Tech parce que c'est une forme, mais en fait, grosso modo, vous avez un QCM qui s'ouvre. Vous mettez juste votre nom, votre numéro de téléphone, ce que vous voulez faire. Vous êtes embauché. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Mais alors, Lauriano Azinerina, directeur général de l'Office du tourisme métropolitain, est-ce que les touristes vont être satisfaits du coup? Parce que si il faut attendre un peu trop longtemps pour être servi, si dans les hôtels, Laure n'a pas eu son room service ce matin à 3 heures. Non, c'est pas vrai. Non, en plus, j'ai rien demandé. Mais j'aurais aimé. Quand je vois les prévisions des taux d'occupation de nos hôtels et de nos différents statistiques sur l'aéroport, par exemple, je me dis s'ils viennent ou s'ils reviennent, parce que Nice est une destination qui est très connue dans le monde entier, au niveau international. Donc, s'ils reviennent, c'est qu'ils sont satisfaits. Moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je connais le travail que font nos partenaires sur l'accueil, l'hospitalité. Vous savez, c'est important de faire de la promotion, mais c'est aussi important de travailler sur l'offre clientèle. Et je crois que notre ville attire en plus de très gros événements avec la Coupe du Monde de rugby, avec l'arrivée du Tour de France l'année prochaine. Donc en fait, ce tourisme, cette manne touristique qui nous arrive, elle est déjà connue, elle est déjà travaillée. Les événements culturels, c'est essentiel. On était avec Sotheby's Côte d'Azur tout à l'heure. Il disait justement cette clientèle business plus, elle vient ici à Nice justement parce qu'elle veut pouvoir avoir une vie culturelle, des événements. C'est pas uniquement la jet set et la plage. C'est important. Non, c'est vrai que Nice vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est encore très peu connu. Ça ne fait que 2 ans. Il y a eu la crise Covid depuis. Et donc, on a notamment une clientèle américaine qui vient pour il y a voir ce Hilton qui va patrimoine. ouvrir dans pas longtemps. Exactement. Et vous savez, Nice est la première ville par une offre muséale. Le nombre de musées sur Nice, 19 musées, et fait de Nice la ville
avec l'offre muséale la plus importante après Paris. Donc effectivement, on ne vient pas à Nice uniquement pour le tourisme bleu, ce qu'on appelle le tourisme plage, maritime, littoral, effectivement. Ouais. Je précise d'ailleurs que la destination comprend un territoire de 51 communes avec une offre rurale extraordinaire, puisqu'à moins d'1 heure de Nice, vous êtes aujourd'hui dans le moyen et le haut pays, avec de la fraîcheur, puisque vous avez un peu chaud sur Nice. On peut monter et prendre un peu l'air. On peut aussi parler évidemment de la Villa Masséna où on se trouve, hein, qui est aussi un des musées de la ville de Nice, très beau musée qui nous accueille aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire une visite. Claude Valade, vous êtes président directoire de Caisse d'Épargne Côte d'Azur, un banquier. En ce moment, les banquiers, on les cherche parce que, notamment sur l'immobilier, vous le savez, ça devient compliqué, notamment de boucler les financements. Beaucoup de Français renoncent à leurs projets ou sont moins ambitieux parce que le crédit s'est renchéri. On peut dire un petit mot de ça parce que on parlera après de votre engagement sur des investissements durables et responsables, mais sur l'immobilier, est-ce que ça coince vraiment en ce moment? Combien vous refusez de dossiers de crédit? Quel taux aujourd'hui? Je pense qu'on peut difficilement dire, en tous les cas localement et en ce qui concerne la caisse d'épargne, que ça coince. Ah. On a, à la fin du mois, c'est-à-dire demain soir, on aura rapporté à la production de l'année dernière une baisse de l'ordre de 18%. Certes, c'est conséquent, mais par rapport au marché, C'est pas un arrêt total. par rapport à ce qu'on voit dans la totalité du pays, Il y a du moins 40% dans on certaines est d'accord. régions. Ouais. Donc on se tient plutôt très bien. Alors on se tient très bien pourquoi? Grâce à quoi, oui. D'abord parce que l'immobilier de luxe, alors on est un petit peu en marge de votre question, mais l'immobilier de luxe tient parfaitement Tiens bien. ouais. Et on voit que les opérations continuent et les prix ne bougent pas. Mais c'est parce que les gens n'ont pas de prêt. Il y en a qui font quand même des prêts, même pour l'immobilier de luxe. C'est Nous, mieux on a, parce que ça fait moins d'IFI quand vous empruntez. Oui, mais on a ça créé, puisse on nous a dire, créé, même on a sur créé des un, hôtels, bon. on a créé un relais de croissance qui s'occupe de l'immobilier de luxe et on travaille très très bien en 2023 comme en 2022 et on accompagne les projets avec un département qui s'appelle Luxury Property. Globalement, pour le particulier, pour revenir à celui qui achète pour se loger, Oui. on est entre 25 et 33% de refus. Ah oui, quand même, oui, voyez. Ouais. Je le dis Ouais, clairement. vous êtes très Mais on transparent, a merci, hein. retrouvé, si je peux le dire de cette façon, les taux bas, on était un peu des distributeurs automatiques de financement, sans se poser vraiment beaucoup de questions et sans conseiller nos clients. Ah oui. Je crois qu'on a retrouvé les basiques du métier de banquier. Il faut qu'on travaille les dossiers avec nos clients. Le risque, quoi. Pas le risque. Il faut qu'on fasse preuve de pédagogie parce que quand on faisait un prêt à 0,90 en 2021 et quand aujourd'hui on le fait à 4, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Les clients ne comprennent pas. La hausse des taux a été assez violente. Et puis il faut surtout qu'on travaille pour leur dire qu'avec le niveau des taux, l'échéance c'est un peu compliqué. Il faut mettre un peu plus d'apport. Ce n'est pas une question de risque, c'est une question comment on assure la pérennité de leur opération et comment on le fait en sécurité pour eux. Encore une fois, le pouvoir d'achat, ici, à Nice même, les prix montent au premier semestre 2023. Les taux aussi, vous le savez. Donc forcément, la variable d'ajustement, c'est l'apport ou la non-réalisation de l'opération. La question du logement, elle est essentielle aussi pour les saisonniers. Où loger ces saisonniers dans un monde où l'investissement locatif est devenu difficile, complexe, parfois n'intéresse plus les investisseurs. Comment on fait là pour loger cet afflux de saisonniers, si plus est qu'il y a un afflux? Je pense, pour comprendre, il y a deux points. Le premier, déjà, il n'y a que 53% des salariés qui sont logés par les employeurs dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi? Parce qu'on a un vrai déficit du logement. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu de plus en plus de personnes individuelles qui ont estimé qu'ils allaient gagner plus d'argent avec des formules vacances plutôt que de mettre des loyers bas pour les saisonniers et pour les employés. En gros, Airbnb. En gros, Airbnb. Bon. Voilà. Bon. Donc là, effectivement, Appelons un chat. voilà, il va falloir à un moment donné vraiment réfléchir en disant est-ce que l'État intervient ou les municipalités, métropoles interviennent pour un peu arbitrer ça? Est-ce que l'État intervient en disant les logements sociaux, on va mettre une partie des logements sociaux automatiquement pour les travailleurs? Est-ce qu'on remet la main à la poche pour trouver des logements vides? C'est un sujet politique, quoi. Du foyer de jeunes travailleurs, comme moi je fais partie de la génération qui est en foyer de jeunes travailleurs pendant mes études, qui a disparu au fur et à mesure. Il y a un vrai problème. Et le troisième problème, excusez-moi, j'en crée un au passage, et là parce que j'ai un monsieur important à côté de moi qui va comprendre ce que je vais dire, c'est que quand nous, employeurs, on décide d'acheter, je vous parlais d'un cas personnel, on veut acheter un petit hôtel de 11 chambres sur le bas de Carnot en disant ça va faire 11 chambres pour nos saisonniers, pour nos employés, avec une salle de bain, une télé, un lit, où ils vont pouvoir être de manière autonome.
lorsque vous regardez la rentabilité de l'opération, même sur une SCI, elle va être à 1-2% maximum, ce qui n'est pas suffisant côté bancaire pour prêter, mais ce qui est suffisant pour nous parce qu'on sait que ça rentre dans un ensemble logique de fonctionnement. Donc là, on a malheureusement un problème. Mais je ne sais pas qui doit répondre, la banque ou le tourisme. Mais non, mais peut-être la banque, ou simplement peut-être qu'il est mal foutu votre plan de financement parce qu'il suffit d'augmenter les loyers que reverse l'hôtel. Oui, mais on retrouve plus de salariés. Non, mais le loyer que l'hôtel, que vous en tant qu'employeur, vous subventionnez à votre salarié, c'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. Donc ça augmente la rentabilité, monsieur le banquier. Comment on fait dans ces cas-là? Encore une fois, après, je ne connais pas le cas particulier de l'opération en question. Ça va être arrangé après l'émission. Mais c'est certainement. Cherche un crédit. Mais c'est des opérations qu'on fait et qu'on fait de plus en plus. On finance de plus en plus des résidences pour les salariés des hôteliers pour leur permettre d'être un peu plus attractifs, avec des prix plus attractifs, et pour leur permettre aussi d'éviter les problèmes de mobilité, parce que sur le secteur aussi, les problèmes de mobilité peuvent être importants. Lauriano Azinerina, comment on fait au niveau de la métropole justement pour réguler ce marché? Est-ce qu'il faut le réguler? Est-ce qu'il faut interdire ou plafonner les locations Airbnb? C'est quoi la politique ici? Je crois que vous l'avez dit, c'est un sujet éminemment politique, puisque nous sommes une ville touristique, et donc l'offre de logement doit se construire avec cette offre touristique qui représente d'ailleurs l'économie la plus importante. C'est la première industrie avec 40% de part de marché, de retombées économiques. Donc aujourd'hui, quand on travaille sur le logement, et ça a été fait à Nice avec Christian Estrosi, il nous faut réglementer notamment cette hausse vertigineuse des plateformes qui laissent aussi des logements vacants pour les actifs. Et quand on a aujourd'hui cette difficulté avec le monde de l'hôtellerie, on le retrouve d'ailleurs dans le monde hospitalier ou dans la sécurité avec nos policiers et nos gendarmes. Exactement. Il nous faut travailler sur l'offre des logements pour actifs, et donc pour ça il faut mieux encadrer les Airbnb, ce que nous avons fait ici. Nous, on est très strict, on fait énormément de contrôles, ce qui nous permet aujourd'hui de limiter cette offre. Aujourd'hui, c'est combien la règle? C'est quoi la règle aujourd'hui? Aujourd'hui, sur les 14 millions de taxes de séjour que nous avons perçues en 2022, 4 millions représentent les plateformes. Donc ça représente plus de 30%, ce qui est important. Un mot sur les projets de transition énergétique. Ici, bien évidemment, décarbonation, gestion de l'eau, tout est évidemment présent dans tous les esprits. La caisse d'épargne, vous fléchez un peu les investissements, vous favorisez les projets verts? Oui, non seulement on les flèche et on les favorise, mais on essaye surtout d'accompagner nos clients et d'avoir un aspect pédagogique dans leur approche. On est en train de mener des actions sur les acquisitions immobilières des particuliers en essayant de travailler avec eux sur les étiquettes, on va dire, indésirables F et G, sur lesquelles, quand on fait un investissement locatif sur du F et du G, dans le plan de financement, dès le départ, on travaille avec le client pour avoir une étiquette acceptable. Je ne sais pas si le terme est adéquat, mais pour essayer de faire du ABC et de prévoir d'ores et déjà les travaux, le plan de financement, pour pas qu'ils se retrouvent 18 ou 24 mois après avec un logement à louer et qu'ils ne peuvent pas louer parce qu'ils n'ont plus le droit de le faire, ou avec un logement sur lequel ils ne peuvent pas augmenter les loyers alors que l'inflation les conduit à le faire automatiquement. On a vu beaucoup d'entreprises ce matin qui sont engagées dans la transition énergétique, que ce soit de nouvelles formulations, l'économie de l'eau, l'économie du carbone. Est-ce que pour un banquier comme vous aujourd'hui, c'est une condition sine qua non maintenant pour accompagner une entreprise? Je ne sais pas si on peut dire condition sine qua non. En tous les cas, c'est des sujets qu'on évoque systématiquement avec tous nos clients et sur tous les projets. Ouais. Après, il faut qu'on reste raisonnable. On n'est pas des gens. Enfin, je veux dire, de quel droit on pourrait dire que c'est pas recevable parce que c'est pas éligible à la transition. On essaie de sensibiliser les clients. On a lancé un certain nombre de prêts impact pour bonifier les intérêts dans certains secteurs d'activité, pour donner envie à nos clients, non pas, je dirais, le père fouettard, mais plutôt quelque chose qui donne envie et qui accompagne. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous depuis Nice.